Bonjour Alain, bienvenue au deuxième épisode de Bleu Foncé Podcast, ça va bien? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. En fait, avec Bleu Foncé Podcast, on va aller plus loin que nos vidéos. Fait que ce qu'on veut faire, le concept, et on va regarder des extraits, puis on va réagir là-dessus. Donc, aujourd'hui, on revient sur le premier documentaire sportif qu'on a fait, sur la ligne de mêlée 1, sur le camp d'entraînement des Vulcains de Victoriaville. Puis aujourd'hui, on reçoit Alain Lapointe, qui a été la voix dans Sur la ligne de mêlée. Donc, comment tu vois ça aujourd'hui? Bon, ça va être plaisant. Écoute, je reste dans mes souliers. Là. Écoute, on parle de football, puis j'ai été une coach à peu près une trentaine d'années dans ma vie. Fait que c'est naturel, là. Alain, on commence avec le petit contexte pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as joué ton football à Victoriaville. Après ton diplôme en éducation physique à l'Université de Sherbrooke, tu entres dans le coaching où tu t'engages pendant de nombreuses années avec les Vulcains du Cégep de Victoriaville. Tu as créé le concept du Grand Défi de Victo. Tu as été l'architecte et le premier entraîneur-chef du Vert et Or à Sherbrooke en bâtissant le programme à partir de zéro. À la suite de ta carrière d'entraîneur, tu guides pendant plus d'une quinzaine d'années ce programme en tant que directeur général. Présentement, tu te consacres à ta carrière d'auteur, de conférencier et de consultant. Tu es l'auteur de 2 livres, Persévérer, la réussite est proche et La naissance d'une équipe, en plus d'en écrire d'autres. Pour finir, tu es la voix de Sur la ligne de mêlée. Donc, Alain, je veux savoir, tu sais, je t'ai un peu demandé, out of the blue, comme ça, d'être la voix de Sur la ligne de mêlée. Comment tu as réagi à ça? Ben écoute, moi, en partant, je voulais te donner un coup de main. Fait que d'emblée, j'aime ça. Là. C'est une belle initiative. Puis je trouvais que tu avais de la volonté à vouloir partir ça. J'ai dit, je vais t'aider, d'une part, parce qu'on fait partie de la même communauté, de la famille Vulcain, famille football. Fait que moi, j'aime ça voir un jeune homme qui veut partir quelque chose, mais je voulais t'aider là-dessus en partant. Là. Puis, t'as-tu vu ça comme une opportunité? Tu sais, t'as-tu vu ça? Tu penses-tu qu'il y avait des trucs à gagner de ça? Bon, écoute, pas vraiment. J'ai été vraiment de façon altruiste. Euh, Tu sais, si tu m'as choisi parce que tu avais déjà une définition de quel genre de voix que tu voulais, mais j'avais aucune attente, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Mais la vraie raison pourquoi je t'ai choisi, c'est que, ben, premièrement, je t'avais vu faire une conférence pour notre équipe dans les Vulcains dans le temps. Puis après ça, ben, c'est sûr que j'avais eu une idée marquante de toi, tu sais, de l'homme que tu étais. Puis après ça, bon, on avait filmé au Cégep en 2020-2021 une vidéo pour le 50e du Cégep. Puis là, je t'avais vu arriver avec ton vieux code des Vulcains. Puis là, j'avais dit au gars à Simon, dans le temps, qui était avec moi, tu regarderas, là, Alain, il y a quelque chose de spécial, il y a un aura. Puis là, t'es arrivé. Puis là, t'es le seul qui est arrivé, on a mis en entrevue. Puis là, tu nous as one take le minute et demie, le 2 minutes, ou je sais pas trop quoi. Puis là, j'étais comme, c'est ça qui est cet homme-là. En plus que t'as une grosse voix, en plus que t'as une belle prestance. Fait que c'était pour ça que je voulais que ça soit toi, la voix. Puis tu sais, t'es comme une présence invisible un peu dans l'émission. Là. T'es seulement la voix. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important qu'on te reçoive sur le podcast, puis qu'on apprenne un peu à te connaître, puis on apprenne tes expériences par rapport au football. Bon, ben let's go, je suis partant. Parfait. Fait que commençons. Premier extrait. Le camp d'entraînement, c'est le commencement de tout. Hey, on fait! Au mois d'août, la compétition est féroce. Les équipes adverses vont avoir peur de vous autres, OK? Et chaque nouvelle saison, c'est une page blanche. Mais tu veux pas avoir le même feeling à la fin de cette année. Les attentes sont immenses. Mais gardez en tête que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner. Voici ce que personne ne voit. Bienvenue sur la ligne de mêlée. Ça, Alain, attente versus réalité. Comment t'as trouvé ça quand que ça a sorti? C'est les premières vidéos qu'on a sorties? Ben, premièrement, j'ai trouvé ça très professionnel. Je trouvais que c'était original, puis on voit que vous êtes des gens qui connaissez la matière. Puis ça, c'est important. Tu sais, quand tu fais une production, là, tu sentais que vous saviez où vous alliez avec cette production-là. Ça, c'est important. Puis ça se voit dans les images, les clips que vous avez pris, le montage que vous avez fait, l'ambiance, tout. Vraiment, les gars, là, puis je ne suis pas le premier à le dire, là, vous m'avez impressionné là-dessus. Ben, merci.
Puis qu'est-ce que tu penses? Tu sais, nous, notre mindset là, dans un extrait comme ça, c'est d'un trailer, c'est de mettre ça en 30 secondes. 30 secondes, c'est notre format désiré, je dirais. Qu'est-ce que tu penses qu'on n'est pas capable de montrer dans un extrait de même qui, par rapport à notre but, là, notre objectif? Bien, l'image, c'est toujours la pointe de l'iceberg, là, tu sais. Écoute, quand on dit, bon, à l'automne, les joueurs arrivent, c'est le camp d'entraînement, mais tu sais, tu dis pas que pendant tout l'été, même en partant du printemps, il y a des programmes d'entraînement, il y a des choix de travail d'été, il y a tu sais, il y a des sacrifices que l'étudiant athlète a fait pour se retrouver là au camp d'entraînement. Là. Tu vois, pendant 30 secondes, des gars avec des casques, des épaulettes, mais tout le cheminement pour se rendre là, puis le recrutement au niveau des coachs, la préparation, la planification, le playbook, tu sais, ça, on ne peut pas le voir, tu sais, mais c'est immense, là. C'est ça. On a essayé, notre mindset, c'était d'essayer de montrer le plus de peut-être background différent pour montrer qu'on a vraiment documenté. Tu sais, c'est pas juste sur le terrain, il y a la partie dans un meeting, il y a la partie. Puis c'est ça, montrer comme plusieurs aspects aussi. Tu sais, en 30 secondes, c'est pas long, mais on a quand même réussi à montrer plusieurs aspects du training camp. Mais c'est sûr qu'après ça, notre mindset, c'était de montrer tout le reste. Mais c'est intéressant de voir ta perspective par rapport à ça. On va regarder un deuxième. Plus du camp d'entraînement. Les joueurs reviennent de leur été. Certains sont restés en ville et d'autres reviennent de chez eux. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ils se retrouvent tous ensemble, dans la même pièce. L'entraîneur-chef, Stéphane Rivard, façonne plus qu'une équipe. Il forge une mentalité, une identité, une culture de gagnant. Je veux savoir, Alain, c'est quoi l'importance du premier meeting dans une équipe de foot? Ben, en anglais, on va dire set the tone. Là. Tu vas tout de suite établir quel genre d'équipe tu veux. Souvent, nous autres, les entraîneurs de football, on a déjà un objectif, puis aussi on a comme une vision de la saison. T'sais. Souvent, tu vas avoir un thème, puis dès la première journée, tu vas présenter ce thème-là. T'sais. Si c'est rendez-vous à la finale, c'est-tu... à chaque année, moi, je changeais le thème parce que tu as des joueurs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avec toi. Fait que c'est important que les joueurs, c'est pas redondant. Alors, à chaque fois, puis le premier meeting, c'est là que tu dis, là, tu prends ta position d'entraîneur-chef, puis tu donnes un peu la couleur de l'équipe que tu vas avoir cette année-là. Là. OK? Si c'est détermination, ben durant toute l'année, l'entraîneur-chef va revenir avec le mot détermination. Détermination face aux objectifs, détermination face aux défis, autant dans la victoire que dans la défaite, aller chercher les objectifs, les détails, tout ça, mais le terme sera détermination. D'autres, ça va être peut-être, tu as déjà vu ça, famille, respect, esprit de corps, tu vois-tu, mais tu vas bâtir autour de ça. Fait que le premier meeting, tu mets ta couleur. Fait que l'importance de parler de la culture, l'importance des mots que tu dis, l'importance de peut-être utiliser des keywords ou des coaching points qui sont déterminants par rapport à ce que tu vas dire tout le long de l'année. Ouais, puis il y a une chose que le monde oublie, là, c'est fondamentalement le paraverbal, le non-verbal, puis le verbal. OK? Moi, je suis conférencier, là, je peux t'en parler un peu, j'ai étudié là-dedans. Savais-tu que dans 6 mois, là, le propos, là, on est verbalement, là, c'est spécial, mais mettons, là, je serais dans une entrevue, là, devant un groupe, là, je fais une conférence. Les gens, dans 6 mois, ne se rappelleront plus vraiment de mon contenu verbal. Ils vont savoir, ah oui, il parlait du travail d'équipe, mais ils vont se rappeler. Puis qu'est-ce qui va saisir l'auditoire? C'est la façon que tu parles, ton paraverbal, le thème de voix, ta vibration, tes arrêts, tes pauses. Tu changes la tonation et ton non-verbal, la position, ta stature. Qu'est-ce que tu exprimes dans ton être? Ça, les gens vont le capter encore plus que tout ce qui est le verbillage. Puis ça, les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un s'adresser à un groupe un peu le dos vert, tu sais, ou un peu regard fuyant, moi, je suis un meneur d'hommes. Puis quand tu es un entraîneur-chef de football ou tu veux devenir, tu es entraîneur, mais tu mènes toujours une unité, un groupe.
Alors, c'est important que ça passe. Parce que ça, c'est la base de la cohérence. Qu'est-ce que tu dis par rapport à qu'est-ce que tu es? Puis les actions, il faut qu'ils soient en communication directe. Là. Il n'y a pas de distorsion entre ça. Là. Vraiment intéressant. Puis je pense que ça fait le point entre ce que je t'ai dit au début, les raisons pourquoi je me souviens de toi, qui était que t'étais, je sais pas, on dirait l'image que j'ai, c'est un gars qui est comme stand tall sur le stage puis qui parle avec une grosse voix. C'était ça mon idée. Une voix usée par une trentaine d'années à crier dehors à une centaine de joueurs là, pour qu'ils te comprennent. Il n'y a pas de micro. Là. Alors, on va se permettre d'écouter une prochaine extrait sur la compétition, qui était quand même un thème, qui est un thème vraiment important au football. Puis on a mis en lumière parce que ça faisait partie de la culture, primairement chez les Vulcains. On parlait de one and oh, qui était de gagner en fait chaque match-up, gagner chaque petite bataille. Donc... Compétition en pratique, on dirait qu'il n'y en a jamais assez. À la seconde qu'on se met vraiment offense contre defense, il y a énormément de compétition. S'il n'y a pas de compétition dans une équipe, comment tu veux être meilleur? Fait que je veux savoir, Alain, qu'est-ce que ça fait si ton équipe vit pas de compétition ou vit pas assez de compétition? Mais écoute, tu fais un sport de compétition, alors tu n'es pas dans le participatif, tu n'as pas d'affaires là, en partant. Là, les gens qui viennent au niveau collégial ou universitaire, puis c'est l'entonnoir là, qui rapetisse tout le temps. Là, fait que ça va être de plus en plus. Tu vas être le champion au scolaire dans ton équipe, tu arrives au collégial, il y en a plusieurs bons autour de moi, puis universitaire, c'est juste des gens qui sont bons. Là. Tu n'as plus de boulet là, qu'à traîner. La compétition, ça fait partie, c'est la nature même du sport. Puis, tu es toujours en compétition, le one-on-one, tu es toujours face à quelqu'un, il faut que tu gagnes ta bataille. Fait que, tu sais, c'est soit en opposition à, quand on parle des X and O, mais les X and O, c'est des gens vivants. Fait que ton X va fonctionner si, justement, le X gagne sur le O. Sur le tableau, ça marche, mais sur le terrain, c'est la compétition, tu sais. On va écouter une autre petite partie ici. Tu vas pas être prêt pour le gars de 21 ans qui line up en avant de toi, que lui, il donne 100% tout le temps. Le but, c'est en pratique, la compétition en pratique, ça sert vraiment à être meilleur rendu game 2. Fait que je pense que Justin l'a bien dit, mais la compétition, ça sert à être meilleur rendu game 2. Maintenant, comment qu'on fait pour imiter la compétition en match en pratique? Ben, écoute, ça, c'est drôle parce que tout sport évolue. Puis tant mieux parce que ça va avec le... Tu sais, nos athlètes sont mieux préparés. Nos athlètes font plus attention à la nutrition, un meilleur encadrement. Puis c'est plus stratégique. Moi, je me souviens, à mes époques, dans les années 70, je ne veux pas me vieillir, j'ai le bien de le faire pourtant. Écoute, c'était beaucoup plus dur. Puis le slogan on se disait, les 5 pratiques de la semaine vont faire en sorte que ton samedi à la game va être plus facile si tu traverses. Mais le problème, il y avait des pertes humaines entre le lundi au vendredi soir, tu sais. Fait que là, les coachs, puis l'évolution des techniques, tout ça, mais c'est vrai, plus que tu vas travailler dur, forcer en entraînement, plus que le samedi au match, ça va être facile. Mais il faut faire attention. Mais à l'époque, c'était le Vietnam à chaque game. Là. Il y avait beaucoup de contacts, mais il faut dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas toutes les avancées de la science au niveau des contacts, au niveau des commotions cérébrales. Puis c'est beaucoup mieux maintenant de faire plus attention à notre corps. Mais avant, on donnait notre corps à la science à chaque pratique. Puis il y avait à chaque pratique des situations de contact direct avec vélocité, là. Fait que, tu sais, avoir mal au cou, puis avoir des points noirs, tu te sentais, je suis dans le match, j'ai vu des points noirs. Non, tu viens d'avoir un niveau de commotion peut-être, tu sais. Tu vois, ça a évolué, puis c'est beaucoup mieux comme ça, là, pour, mais il reste que, c'est ça. Fait, nous, le slogan, c'était de dire, travaille fort la semaine, tu vas voir que le samedi va être plus facile, là.
Ouais, c'est quand même intense de le voir comme ça. Moi, j'ai vécu un peu les deux parce que j'ai vécu les pratiques où on se plaquait tout le temps. Dans le fond, c'était les 12-12, ça finissait au sol. Puis c'était de même au cégep. Ça a-tu changé pendant le cégep? Dur à dire. Mais en tout cas, je me souviens qu'on se plaquait au cégep, puis on se plaquait aussi au secondaire. Puis t'arrives à l'université, puis c'est sûr que tu te plaques pas jamais. Puis les seules fois que tu te plaques, c'est peut-être une fois une game en mai, peut-être une game pré-saison, tu sais, mais après ça, c'est juste les matchs. Fait que c'est sûr que ça change beaucoup. Là. On dit se préparer au game, mais tu sais, au game, tu plaques quelqu'un, tu sais, c'est quand même différent. Tu sais, y a-tu des drills qui se font maintenant ou des techniques, des coaching techniques pour arriver à ça? Ben, à la base, c'est pourquoi universitaire, on disait rester debout, là, tu sais, ben, c'est parce que là, on sait que nos gars, pour la moyenne de tous ces joueurs-là, ont joué pendant de 8 à 10 ans. Fait que les fondamentaux, l'intérêt au contact, il est connu, là. Le joueur qui joue offensif, défensif, il y a je sais pas combien de matchs dans le corps. Il sait c'est quoi l'appel au contact, se préparer au contact. Puis là, on évite justement des blessures bebêtes d'un bon joueur. Tu ne veux pas le perdre mardi quand il pourrait te faire gagner un match le samedi. Tu sais. On ne gagne rien durant la semaine. Ça, c'est fondamental, excuse-moi. Mais comment faire ça? Ben oui, il y a des exercices qui peuvent t'aider. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le football, avant, était très, très orienté. Il faut se rappeler, l'essor du football, là, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Puis la Deuxième Guerre mondiale dit militaire. Puis, tu sais, on voyait qu'il y avait comme un lien direct entre le militaire, le rang, le drill, l'intensité, puis on va à la guerre. Puis là, on dit, bon, ben là, on est rendu dans une autre sphère c'est un sport de compétition. On va pas à la guerre, on va à la game. Oui, c'est un sport de contact, ça s'apprend, mais l'important là-dedans, c'est la performance sportive, là. C'est pas juste une guerre entre deux clans, puis celui qui survit gagne, là, tu sais. Oui, c'est intéressant de voir cette perspective-là. J'avais pas pensé que le foot, ça pouvait être d'autre chose qu'un sport en tant que tel ou utilisé comme étant tu sais, un sport. C'est vraiment intéressant. Écoutez un autre extrait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant que l'on devient un vulcain. Ici, là, le leadership n'est pas un choix. C'est une responsabilité. C'est un mode de vie. Alex Gouin, il sait. Liam Collard, lui, l'apprendra. Job, Liam. Ça a bien été, man. J'ai vu tes rapides. La balle a sorti à la bonne place. C'est le même. Liam, Fait qu'Alain, c'est quoi qu'est-ce que les QB vivent que les gens peut-être comprennent pas à l'extérieur du football? Ben, écoutez, le carrière, là, pour avoir bon, je suis éducateur physique de formation, comme tu l'as dit, puis j'ai été directeur des sports, fait que j'ai côtoyé énormément de disciplines sportives. J'ai participé au hockey, au football, les sports de combat. Bon. Puis je peux vous dire que le poste de carrière, c'est le poste le plus névralgique, puis le plus complet, puis le plus difficile de tout sport confondu. Je m'explique. Tu peux être détestable, puis personne ne peut t'aimer dans l'équipe, mais pourtant être un joueur élite si tu es gardien de but au hockey parce que ta job, c'est d'arrêter des rondelles. Tu peux être le pire égoïste au monde, puis tu lances des balles de feu au baseball, puis tu es une vedette dans l'équipe, puis tu vas avoir des contrats exceptionnels, même si tout le monde autour de toi ne sont pas capables de t'endurer. Au football, tu dois avoir toute cette dimension-là intellectuelle, capacité, prise de décision, athlétique, tout ça. Et en plus, il faut que tu sois charismatique. Fait que si le carrière est une personne désagréable, mais c'est pas vrai que les 5 joueurs de ligne vont recevoir des claques sur le nez pour lui. Il faut qu'il soit charismatique, il faut qu'il ait des capacités humaines qui fait qu'il peut rallier toute son équipe devant lui, puis derrière lui, comme je pourrais dire. Donc, le carrière, j'ai rarement vu dans des sports un rôle aussi stratégique, aussi déterminant que le carrière. Vous regardez la NFL, si tu n'as pas de carrière, tu ne te rends pas loin en éliminatoire. Puis c'est vrai dans tous les niveaux, là, que ce soit universitaire ou quoi que ce soit. Là.
Ouais, puis j'ajouterais même quelque chose par rapport à la NFL. Il y a même le layers de media. Tu sais, t'es-tu bon en même des médias après ça? Tu sais, Oui. les gars sont bons avec les gars, mais ils sont pas bons dans les médias. Ou des fois, tu les vois dans les premières années. Tu sais, Jackson Dart, l'année passée, il a peut-être pas dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise dans les médias pour avoir l'air d'un QB tu sais, superstar qui se blessera pas, mettons. Ouais. Mais c'est quand même un autre layer qu'on pense pas. Là. C'est plein de... Puis là, on parle de leadership, mais on parle pas de la partie stratégique des carrières. Tu sais, c'est quoi Ouais. que ça représente pour un QB? Mais je vais t'arrêter parce que moi, j'aime ça, puis c'est drôle. Je vais en parler. J'ai une conférence immédiatement après notre rencontre, puis je dois parler de leadership. Puis j'ai regardé dans mes documents, dans la littérature, puis il y a une définition de leadership qui est importante de connaître, puis qui vient du général Montgomery. Général Montgomery, c'est un général de la Deuxième Guerre mondiale britannique, le débarquement de la Normandie, tout ça, il était là, tu sais. C'est un vainqueur, tu sais. Puis Montgomery disait, qu'est-ce que la définition du leadership? Il dit, la première partie de la définition, tout le monde la connaît. Capacité d'amener des hommes et des femmes à travailler ensemble vers un objectif commun. Ça, c'est connu. Mais la deuxième partie de cette définition, je la trouvais extraordinaire, puis on ne met pas assez d'importance. Puis lui, il disait, et la capacité de donner confiance, d'inculquer confiance. C'est-à-dire, si tu es un leader, tu n'as pas juste à être capable de travailler et tout ça, il faut que tu sois capable que les gens croient en toi. Même quand ça va mal, on va passer à travers. C'est bon pour le carrière, c'est bon pour l'entraîneur, c'est bon pour n'importe qui. Fait que tu vois, en usine, tantôt, je vais parler de leadership. C'est de savoir qu'est-ce que tu fais, tu as le background académique, expérience, mais est-ce que tu es capable d'inculquer la confiance à ton monde pour dire, si on fait un changement de culture, de compagnie, suivez-moi. Fait que les gens, ils donnent sa confiance. Si je reviens au niveau sportif, au niveau carrière, c'est la même affaire. On a-tu confiance? C'est-tu le gars, là, tu sais, on a plein il y a eu plein de surnoms de joueurs, là, tu sais, que tu disais, bon, lui, c'est Cardiac Kid, là, on va dire, tout le monde, mais il va le faire. Puis, tu sais, Clutch Capitaine ou n'importe quoi, des noms de même qui disent, ce gars-là, dans les moments importants, on a confiance en lui. Fait que ça aille bien, que ça aille mal, on a confiance en lui, tu sais. On sait qu'il va aller sortir un lapin du chapeau au moment donné. Fait que la confiance qu'on donne, la confiance, c'est quelque chose que tu donnes à un autre. Tu sais, pour qu'un coach, ça fonctionne avec ses joueurs, il faut que les joueurs acceptent de faire confiance. Fait qu'il y a une relation tu sais, de donner ta confiance. Mais au niveau du terrain, c'est la même chose. Il faut que tu aies confiance à ton carrière parce que c'est ton poste pivot pour l'équipe. Puis comment tu crées ça de la confiance envers tes teammates en tant que QB? Je vais revenir toujours au même mot, la cohérence. La cohérence, c'est vraiment d'établir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais avec tes actions. C'est en communion directe. Tes carrières, ben, tu es le premier sur le terrain puis tu es le dernier à sortir. C'est le gars qui dit « Attendez un peu, les gars, on va rester un peu après la pratique. On va pratiquer tel patron. Ça n'a pas marché comme tel. » Tu vois le genre, là? Le carrière, c'est le gars qui arrive au restaurant puis qui n'est pas le premier rentré, le premier à se servir au buffet. Puis il regarde si les joueurs de ligne offensifs ont mangé puis tu manges après. Tu vois-tu des petits exemples là, de dire que tu vas adhérer à une personnalité si tu te ressens puis tu vois qu'il y a un respect mutuel. Fait que quand tu es carrière, ou ça peut être secondaire intérieur ou demi, peu importe la position, mais c'est tout ça qui fait que tu vas embarquer ou tu vas ne pas embarquer avec une personne. Là. On regarde le prochain extrait, Alain. Elliott Tanguay et Louis-Félix René se livrent des batailles à chaque pratique. Une confrontation qui élève le niveau, mais surtout stimule toute l'équipe. Fait que dans l'émission, on a vu Louis-Philippe, on a vu Louis-Félix, on a vu Elliott Tanguay, un peu pratiquer au football comme tu pratiques. Là, les gars, on a vu leur façon de pratiquer qui est un peu s'écrire après, puis se motiver de même. Comment que c'est important d'avoir ce type de joueur-là dans ton équipe? Ben, écoute, c'est des gens qui mettent de l'émotion, puis le football, c'est un sport d'émotion. Tu ne peux pas être drabe, incolore, inodore. Là, tu vis sous l'émotion, tu es en confrontation avec un autre. Tu te domines ou tu te fais dominer.
Fait que fondamentalement, ça prend des gens qui sont capables de jouer avec le thermostat puis monter à chaleur. Fait que oui, tu as toujours besoin de ces joueurs-là. Là. Mhm. Je présente la fin de l'extrait parce que ça vient un peu faire le point avec ce que tu dis. Ah, c'est pas cet extrait-là. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Elliott, il dit que ça fait une bonne pratique parce que pour lui, ça le motive, puis ça ajoute une extra motivation au fait qu'on essaie d'inculquer la compétition, mais là, tu as la compétition encore plus avec ton teammate que t'haïs sur le terrain de foot, mais c'est ton bon chum. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi que des fois, l'amitié, ça se traduit en peut-être intensité sur le terrain, là. Ouais, puis ça, c'est qu'est-ce qui est drôle parce que, bon, moi, je rencontre des anciens coéquipiers, puis qu'on a joué il y a 25, 35 ans, là, tu sais, puis tout ça, puis les gars, hey, t'en souviens-tu de... Puis là, ils parlent d'un tel moment, d'un scrimmage ou quoi que ce soit, où il n'y avait pas de quartier, mais à la fin de la pratique, on s'attendait à la sortie des douches, puis ils disaient, où tu t'en vas manger, on va-tu prendre une bière, tu vois, qu'est-ce qui est sur le terrain est sur le terrain. Puis le respect, ben, tu sais, veux pas, un gars qui te donne de la misère, veux pas, il va amener tu vas lui donner respect, tu dis, hey, il est solide, puis bon, tu sais, fait que c'est juste bon, ça. En autant que ça reste dans le respect. Là. Ah oui, c'est sûr, mais je pense qu'on a quand même capturé le fait que les gars, ils ont du fun à le faire. Oui. Puis c'est ça, c'était quand même, tu sais, les gars, ils avaient la caméra sur eux autres, fait que peut-être que c'était un petit peu plus que d'habitude, mais tu sais, on s'est fait dire que ces gars-là, c'est des gars qui sont vraiment tout le temps de même. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir capturé cette partie-là qui est peut-être, tu sais, entre les niveaux, on le voit pas, là, ben en fait, tu sais qu'au secondaire, tu peux pas parler avec les adversaires, cégep non plus, université, tu peux plus te permettre d'avoir des discussions, tu sais, sans... mais ça l'emmène quand même la partie que, entre toutes les reps, il y a quand même des trucs qui se disent, puis il y a quand même tu sais, des matchs, puis des pratiques encore. Fait que je trouve ça intéressant de mettre en lumière cette partie-là. Mais qu'est-ce qui est le fun au football, proportionnellement à d'autres sports? Prenons le hockey. Il y a rarement de coups salauds. Parce que, tu sais, tu as comme 60 jeux dans un match. Fait que si tu commences à être salaud, là, tu sais que la fin du monde va arriver avant 6 heures, là, tu sais. Parce que tu peux pas engendrer ça là, avec les autres parce que, veux ou pas, tu vas payer le prix. Il y a un respect entre adversaires qui s'établit. Là. Moi, je me rappelle, un ancien coach me disait, frappe dur, frappe fort, frappe fair. Frappe dur, frappe fort, frappe fair. Fait que tu vois, fait que ça, c'est important de mettre ça. Puis entre adversaires, tu respectes ça. Moi, j'ai fait des sports de combat, puis autant la boxe que la lutte olympique, puis à la fin du combat, on se donne la main, puis on se serre dans les bras, puis pourtant, 30 secondes avant que ça sonne, tu veux le mettre au tapis, là, tu sais. Ouais, vraiment intéressant, cette partie-là. Puis tu sais, derrière ça, l'intensité, en fait, il n'y a pas d'intensité mal placée quand il est vraiment bien réfléchi puis qui est éclairé, cette intensité-là. Juste parler de ça, une intensité qui est réfléchie dans les épisodes. On voit les jumeaux qui sont intenses. On voit aussi PL, le coordinateur offensif, qui sont très intenses, mais on voit toujours... En fait, notre mindset, nous, c'était pas juste de montrer des coachs qui sont intenses, c'est de montrer le pourquoi. Puis pourquoi, selon toi, au football, on a besoin d'être intense? Bien, c'est un sport de contact, mais moi, je mets une nuance. Tu sais, quand on dit la différence entre être agressif et être déterminé. Voyez-vous, c'est deux mots qui, on pourrait dire synonymes. Agressif, souvent, tu ne contrôles pas tes actions. Déterminé, moi, c'est tu as un point. Tu sais, tu fais ça parce que tu as un point. Il faut que tu sois en contrôle. Tu sais. Mais l'intensité, c'est la même chose. Tu sais. Moi, je disais à mes joueurs, j'ai pas besoin d'avoir des volcans qui crachent la lave partout sans contrôle. Moi, qu'est-ce que je veux bâtir? C'est des lasers. C'est quelqu'un qui puisse prendre sa force, son énergie dans un point direct. Fait que c'est ça qu'on veut développer. Puis, tu sais, on dit tout le temps, tu joues d'un coup de sifflet à l'autre. Après ça, tu arrêtes. C'est important, la discipline. Fait que l'intensité devrait être un proche parent de la discipline. Ça va ensemble. Qu'est-ce que le monde ne comprenne pas entre la relation entre joueur et entraîneur? Bon, ça, c'est clair. Puis, tu vois, moi, je suis de la vieille école. Moi, on m'appelle Coach Lapointe. Si tu ne m'appelles pas Alain, tu ne m'appelles pas mon surnom, que je n'ai pas besoin de dire là, tu ne m'appelles pas de même. Parce que moi, je peux tout faire pour toi, mais je ne serai jamais ton ami. Il faut que le coach, il y ait un mot, un nom, mais c'est plus que ça. C'est un esprit qui dit que
on se garde une distance importante parce que le coach va prendre des décisions. Si tu es trop proche, ça va avoir un effet sur ta décision. Exemple, tu coupes ton alignement, craques le line-up, puis là, à un moment donné, si tu rentres dans l'émotion, tu dis « Ah, lui, je l'aime bien », puis versus. Non, non. Toi, ta job, tu es un chef de guerre. Tu décides c'est qui la meilleure personne qui va te faire gagner le match samedi. Alors, tu sais, le mot de dire « coach », c'est de dire « Moi, je peux être tout pour toi, mais pas un ami. Je suis un entraîneur, je suis un éducateur. Je ne suis pas ton ami. » Tu sais, on peut aller prendre un repas ensemble, mais c'est pas vrai qu'on est sur le même niveau. Puis, tu sais, pourquoi tu penses que c'est la ligne de commandement aussi? Tu sais, quand on dit que c'est militaire, là, tu sais, t'as le caporal versus le soldat, le sergent versus le caporal, lieutenant, tu vois le genre? Puis il y a toujours une dimension à respecter parce que là, il faut que tu fasses jouer 12 joueurs ensemble, 24 joueurs, 48 joueurs, puis un programme, c'est une centaine de joueurs, tout le monde ensemble. Fait qu'il faut qu'il y ait une discipline, puis il faut que tout le monde, dans cette basse cour-là, sait c'est qui est le patron, puis à qui je dois des comptes, puis etc., etc. Puis comment tu as bâti cette confiance-là avec les joueurs en tant que coach? Encore le mot magique, là, cohérence. Respectez-moi sur mes actions et non sur mes paroles. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux avoir une équipe intense, es-tu intense toi-même? Tu ne peux pas bluffer, là. Quand tu es coach, tu ne peux pas bluffer. Tu sais, je t'ai jamais coaché, mais tu sais déjà quel genre de coach j'étais, tu sais. Alors, tu ne peux pas bluffer. Tu es la même personne comme individu que comme entraîneur. Puis, il faut que tu habites tes valeurs. Puis la beauté, puis souvent on entend ça, puis c'est sûr, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de réflexion. Les gens disent « Ah, moi, je suis devenu coach pour redonner à mon sport, patati, patata. » Mais oui, ça va pour les premières années, mais quand tu poursuis dans ton évolution d'entraîneur après 5 ans, 10 ans, ben c'est un autre carburant. Tu l'as donné ton temps, là. Qu'est-ce qui fait que tu restes là, tu sais? Parce que là, tu vois que tu es un transmetteur de valeurs. Puis si tu veux être significatif puis véritable, il faut que tu habites ces valeurs-là. Exemple, quand tu parles de saines habitudes de vie, tu ne peux pas être le coach qui se défonce à la brasserie. Tu ne peux pas être le coach qui fume à côté du centre sportif, un petit peu à cachette, mais pas être vu. Là. Non, non. Tu dis que c'est les saines habitudes de vie, tu les appliques. Quand tu parles de loyauté, c'est la même affaire. Quand tu parles de fierté, tu ne peux pas être sloppy. Si tu es coach puis tu dis que la fierté, c'est important, il faut que toujours tu dis ce que tu fais puis tu fais ce que tu dis. Cohérence, c'est le mot je vais répéter souvent, mais tu bâtis une carrière sur ce mot-là. C'est inspirant tout ça, Alain. Ou devrais-je dire coach Lapointe? Je comprends qu'ils ne sont pas là pour le fun. Les autres aussi sont là pour gagner. Ils veulent la bague, fait que... Non, mon désir de gagner un championnat paraît clairement dans ma façon de parler aux joueurs. Fait que c'était ça, mon désir de gagner un championnat. À quel point ce désir-là, il fait que c'est ça qui crée tout au football, tu sais? Ouais, mais OK, là, on va se parler des vraies affaires. Ça, c'est toujours vrai, puis on est tous compétiteurs. On veut tous gagner. Mais il ne faut pas que ça soit ton seul carburant dans ton réservoir. Qui es-tu comme entraîneur? Tu es une personne qui est significative dans le développement de jeunes hommes qui font un sport et qui vont avoir un impact dans leur vie. Si tu ne tiens pas compte de ça, excuse-moi, là, tu devrais trouver une autre chose à faire parce que tu vas nuire à des personnes en développement. Tu es un éducateur, puis à travers le fait de vouloir gagner puis gagner un championnat, c'est légitime. Puis j'en ai gagné des championnats, puis j'étais très heureux. Mais je ne ferais pas n'importe quoi pour gagner un championnat. Je ne serais pas menteur, je ne tricherais pas, je ne ferais pas ces affaires-là pour gagner un championnat. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une continuité. Puis quand le processus est bien établi, ça va arriver quelquefois. Puis il y a une chose que j'ai appris d'un ancien coach, il me dit, vous savez, l'importance, c'est... On fait ce sport-là, puis dans le fond, le coaching, c'est quelques minutes de gloire pour une multitude de déceptions. Mais à chaque année, là, tu as une équipe qui va lever le trophée. Puis tu en as 12, 32, tout dépendant de la ligue, 27,
qui ne l'auront pas. Est-ce que ça veut dire que c'est tout raté? Non! Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a des cycles, il y a des ci, des ça. Mais ça ne peut pas être ton seul carburant. Toi, quand tu vas là, tu transmets des valeurs que tu penses légitimes puis bonnes pour une autre génération, puis tu veux établir vraiment des choses honnêtes avec ces gens-là, créer une relation. Quand tu coaches, mais c'est sûr que toi, comme coach, tu as un profil. Il va y avoir puis il n'y a pas de bon profil. Habite ton profil. Si tu es plus un tacticien, présente-toi comme tacticien. Si tu es plus un homme d'émotion, ben établis comment. Essaye pas d'être un tacticien parce que le monde va dire hey, il parle à travers son chapeau, il dit de quoi au tableau, mais ça ne se tient pas la route. Tu vois le genre? Voilà. Je vais mettre le reste de l'extrait qui fait quand même un petit point là-dessus. Puis tu sais, ça, là, j'ai pas connu ça, les frères, les jumeaux Gagnon, là. Quand j'avais 24-25 ans, j'ai commencé à coacher, j'avais pas cette réflexion-là que j'ai eue à 60 ans, là. Tu comprends? Puis moi, je suis devenu un meilleur entraîneur, sais-tu quand? Quand j'ai eu des enfants. Puis là, je me suis dit, comment j'aimerais qu'une personne se comporte avec mes propres enfants? C'est bon, ça. En étant humain. J'en ai coupé des joueurs. Mais tu peux amener ce moment-là qui est triste, qui est plate pour la personne qui avait bien des espoirs, de façon humaine. Puis tu laisses toujours une porte ouverte. Moi, comme entraîneur, là, toujours une porte ouverte. Il y a des situations où tu dois sévir, mais c'est toujours non sur l'individu, mais sur le comportement de l'individu. Exemple, si tu coupes un joueur parce qu'il n'y a pas cette capacité-là de se positionner dans la profondeur de mon équipe, ben tu t'expliques, il y a une telle raison, il y a un joueur d'expérience, ainsi, et ça, bon, tu expliques, mais c'est pas la personne que tu coupes, c'est certaines choses. Comme exemple, on a des règlements d'équipe. La personne fait une entorse à un règlement, exemple, la drogue, exemple. Moi, je me rappelle d'avoir déjà vu quelqu'un qui avait des problèmes de drogue. Ben, je le coupe pas parce que, hey, t'es un drogué. Je dis, garde, présentement, tu ne peux pas fonctionner dans notre équipe en ayant ce comportement-là. On va te trouver de l'aide, on va t'accompagner, il va y avoir un chemin que tu vas faire tout seul, mais quand tu vas régler ton problème, la porte n'est pas fermée. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses, puis tu ne sais jamais c'est quoi l'historique de cette personne-là. Et si parfois, par mégarde, le sport était son dernier rempart avant la dépression, là, tu ne voudrais pas être responsable de ça. Laisse ta porte ouverte. Comme ça, la personne peut toujours revenir. Fais les efforts pour venir, mais on ne te ferme pas au nez. T'en as-tu des belles histoires comme ça que tu peux penser? Moi, j'en ai, puis moi, je me rappelle une fois, tu sais, j'ai coaché tellement longtemps, puis des fois, tu perds les années. J'étais-tu coaché en 86, toi? J'étais-tu coaché en 89, en 92? C'était en 2002. Tu sais, tu comprends? Tu te rappelles de la personne. Tu sais, puis à un moment donné, un entraînement, il y a un gars qui arrive avec 2 enfants et son épouse sur le bord du terrain. Fait que moi, je le vois, je regarde ça. Puis, tu sais, aux entraînements, tu sais, il y a rarement de personnes qui viennent assister. Là, je reconnais un de mes anciens joueurs. Je m'en vais vers lui. Puis c'est un joueur qui était marquant. Autant marquant par ses inconduites, marquant par ses performances. Tu sais. On a fait du travail sur ce gars-là pour l'amener à un autre niveau, comme individu, comme athlète. Là, il n'était plus de la région. Par hasard, pour une raison X, il était revenu de la région, puis il voulait assister à une pratique. Il avait vu que l'équipe pratiquait sur le terrain. Il disait hey, puis il est arrêté. Puis toi, comme entraîneur, il faut que tu sois capable de capter ça, là, tu sais. Fait que, pause a break, water break. Là, je voyais 2 petits-enfants, puis c'est gratuit, là. Mais je sais comment ça peut faire du bien. Water break, j'arrête mon équipe, je dis, les gars, venez ici, tel joueur, jouait telle année. J'ai eu le temps de jaser avec pour être sûr des dates. C'est un vrai de vrai, patati patata.
Puis là, la pratique repart. Là, sa femme vient me voir. Elle dit, « savez pas comment ça fait du bien. » Lui, il a fait d'un cheminement. Puis, à un moment donné, ce gars-là, tu ne te rends pas compte, tu sais, la porte ouverte. Lui, c'était un gars qui avait eu un écart de conduite. Puis, il avait fallu que je le mette à l'écart. Mais j'avais dit, je te laisse pas tomber. Je vais t'accompagner. Mais l'histoire, c'est que lui, pas avoir fait ça, c'était le suicide. Mais sachant qu'il restait un dernier rempart, un endroit où il pouvait être bien, l'équipe, bien, il n'a pas passé à l'acte. Il a fait du travail sur lui, puis il est revenu. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Ça n'a jamais été dit. Tu attends ça 25 ans plus tard. Fait que, tu sais, dans ton coaching, de mettre l'importance, c'est avant tout, c'est pas des athlètes, avant tout, c'est des humains. Puis ils sont tous bons. Il faut juste aller chercher le bon en eux. C'est inspirant ce que tu dis. Bonne journée. Des fois, je suis plate en esti. Dépend de la journée. Mais, Dépend tu du sujet. sais, comme coach, là, moi, comme coach, j'ai été coach de position. J'étais intense comme joueur, j'ai été intense comme coach. Après, j'ai été coordonnateur. Puis la journée, je suis arrivé à être coach pour voir l'ensemble de l'œuvre. Je me suis retiré d'un des plus beaux plaisirs que j'avais, c'était d'être en relation de coaching, montrer des techniques, puis ça, pour faire de la coordination d'équipe. Tu sais, d'aller un peu partout, mais tu n'es vraiment pas autant comme faire des exercices, des drills avec tes joueurs. Mais ça, c'est un... Faut que tu acceptes ça. Tu sais, comme moi, c'était comme... ça faisait mal de ne pas faire ça, mais je le faisais parce que pour que tout fonctionne selon un plan établi qu'on avait mis sur place, bien, il fallait que je me retire pour voir une vue d'ensemble. Tu sais. Mais c'est ça le coaching. Là, tu sais. Si tu t'oublies, tu es là avant tout pour les autres. Tu sais. Puis, il y a une phrase de Félix Leclerc qui disait qu'il m'a inspiré tout le temps de ma vie comme éducateur puis coach. Félix Leclerc avait dit « Ta vie n'est pas ratée quand tu t'amanges à ne pas faire rater celle d'un autre. » Ça veut dire que tu peux avoir eu une jeunesse un peu bohème, un peu bizarre, un peu bum, là, on va se le dire. Mais si le jour que tu réalises ça, tu t'amanges à être la personne qui va empêcher une autre personne d'une autre génération à faire les mêmes erreurs puis éviter le trou. Parce que toi, tu es chanceux, tu es sorti du trou. Mais il y en a qui restent dans le puits sans fond, là. Puis c'est ça ta job aussi. Quand tu dis que tu es un éducateur, tu n'es pas juste des XNO puis comment tu glisses ton forearm sous l'épaulette. Tu comprends? Fait que ça aussi, c'est important. Ça. C'est ça qui fait la cohérence. Puis quand tu es bon, puis en général, moi, j'ai eu la chance de connaître le plus haut général Bérard, un général français qui a fait l'Indochine, qui a fait l'Algérie, tu vois le genre, là, puis il était même dans la résistance, il est décédé maintenant. Le plus grand décoré français, puis j'ai un contact à ce niveau-là, il disait, tu sais, tu peux tout demander à tes joueurs, tu sais, tu dis jusqu'où j'arrête, à condition que toi, tu as tout donné. Fait que, vois-tu, dans le thinking de commandement, là, quand tes joueurs savent que tu vas tout faire pour eux, puis que tu ne feras jamais rien que tu ne ferais pas toi-même. Comme exemple, moi, quand je leur disais, là, un peu de façon, on va le dire, punitif, là, de la motivation négative, je pourrais dire, là, parce que, bon, ça se traînait et savate, là, de dire, on va faire des push-ups. Mais moi, je les faisais en même temps. Puis si je disais 40 push-ups, les gars se regardaient, mais ils disaient, le vieux coach va les faire avec nous autres. Puis moi, je leur disais, là, vous me mettez en beau fusil. Vous comprenez que là, je blasphème pas, là, parce que, bon, écoute, ça va être écouté. Puis je leur disais, là, je me sens comme un gars qui passe son char à son fils, il part veiller, puis il revient après la soirée, puis ta voiture est bossée. Tu es en beau fusil par ton fils, parce qu'il a bossé ton auto, mais ça reste ton fils. Tu le renies pas pour ça. Ben là, il va y avoir des conséquences. Son petit argent de poche va peut-être aller au débosseur. Tu comprends le genre? Mm-hmm. Mais ça reste mon fils. T'sais? Fait qu'une équipe, c'est ça. Tes joueurs, il faut qu'ils comprennent ça. T'es un meneur d'hommes. Tu te dis, peu importe, si vous faites des niaiseries, vous allez payer le prix.
Je ne vais pas vous rogner. Je vais vous faire grandir. Parce que moi, le sport, c'est pas une place où on compresse les gens. C'est une place qu'on les fait lever. Puis le plus beau compliment qu'on m'a dit, peut-être que tu as coaché, Diego Rattel, il me dit, tu sais, puis moi, je l'ai coaché collégial puis universitaire. Puis à un moment donné, un soir après sa retraite, il dit, toi, coach, qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que tu nous faisais à croire qu'on le mesurait tout 6 pieds 4. Puis dans les faits, on était à 5 et 10. Ben c'est ça. Tu développes la confiance, tu développes une attitude qui fait qu'on va y aller. La montagne que tu vois, c'est pas un défi, c'est pas un obstacle, c'est juste un défi, tu comprends? Fait que c'est de rentrer ces gens-là dans cet esprit-là, tu sais. Fait que ça a été un des plus beaux compliments que quelqu'un m'a fait, de dire que on pensait qu'on mesurait 6 pieds 4, puis on faisait juste 5 et 10. Fait que c'est bon, ça. Ouais, ça met vraiment une image sur la confiance que tu peux avoir exact. dans toi. T'embarques sur le terrain, puis let's go. Tu sens, t'es un super humain. T'es plein, tu remplis tes souliers, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis c'est de même que tu veux que tu te sentes, parce que Exact. pre-game, t'as des affaires qui se passent en dedans de toi. Exact. Là, il faut juste que tu aies l'impression que t'es prêt, puis que pas t'as l'impression que tu sais que t'es prêt en dedans de toi, puis après, il arrive ce qui arrive. Là, une game de foot, c'est des high and lows. Puis c'est tout du mental. C'est tout du mental. Puis oui, il faut avoir une bonne stratégie, puis on analyse ça, puis Dieu sait qu'on en fait du film. Mais à base, c'est l'équipe qui va vouloir le plus. Parce que ça reste encore un X contre un O. Puis toute stratégie est basée sur cette dimension-là, tu sais. Fait que ça, c'est important, puis c'est stimulant, là. C'est pour ça que c'est le fun, le coaching, là. Vraiment. Une saison, c'est plein d'obstacles. Les blessures, les abandons font partie de la game. Et aucune équipe y échappe. Mais les équipes qui se rendent au bol d'or sont capables de s'adapter et surtout passer par-dessus. Alain, par rapport à ça, comment qu'on gère ça, une blessure avec un joueur de façon humaine? Ben, écoute, c'est un sport de contact, fait que on vit pas dans le monde des calinours puis des cornes, là. Il va en avoir des blessures. Puis sais-tu quoi? Moi, j'aime ça lire, puis l'histoire, tout ça, puis à un moment donné, ben ça, c'est pas l'histoire. Quand j'étais étudiant, j'ai été, pendant un été, instructeur civil dans l'armée, OK? Puis j'enseignais les sports de combat. C'était naturel, j'étais un athlète de sport de combat. Puis à un moment donné, un de mes soldats, c'était à Montréal, à Longue-Pointe, il se blesse, il se casse l'avant-bras, OK? Fait que là, avant de sortir de la salle de combat, il se force avec son bras à me faire le salut. Puis là, je voyais déjà qu'il y avait un angle dans son bras, là. Ça me levait le cœur, tu sais, va-t'en à l'infirmerie, tu sais. Puis j'étais mal qu'il s'est blessé, mais j'avais rien à voir là-dessus. Il est mal tombé sur le tapis. Puis là, il fait le salut, puis il sort, tu sais. Là, son adjudant-chef, il est là. Là, je regarde, on va dire, une méchante gang de crinqués. Va voir à l'infirmerie, fais-moi pas un salut. Là, il m'avait dit, vous savez, Monsieur Lapointe, parce que c'est Monsieur Lapointe, eux autres, tu sais. Et il dit, quand il y a moins que 10 de pertes humaines, on fait pas d'enquête. En voulant dire, la job de soldat, ça se peut que parfois, il y a une grenade qui explose puis t'es en mauvaise place. On fait tout pour l'éviter, mais on va à la guerre, tu sais. Ça se peut qu'il y ait des pertes humaines, hein, c'est par définition. Ben, dans un sport de contact, il ne veut pas, à force de se rentrer dedans, ça se peut qu'il y ait des blessures. Fait, en blague, je faisais tout le temps, quand je voyais mon équipe médicale, puis quand tu regardes, c'est toi à gérer l'intensité de tes pratiques, puis tout ça, tu sais. Mais là, je disais, sur, je sais pas, moi, 50 joueurs, ou 70, ou 100 joueurs, moi, j'ai connu toutes ces... Moi, je disais tout le temps en blague, j'ai dit, bon, on est en bas de 10 de pertes humaines, on est correct. Ça veut dire qu'on n'a pas à ajuster, là. C'est normal. Tu sais. Mm-hmm. Donc, une blessure, c'est normal. Puis ça t'apprend, le joueur apprend beaucoup sur lui-même aussi. Tu peux pas toujours... ça fait partie de la vie. Puis à part la première journée du camp d'entraînement, tu vas vivre avec des bobos. Fait que assume, là, puis tout le monde a mal. Fait
que fais-nous pas pleurer là-dessus, tout le monde a mal. Mais on va voir si toi, tu es déterminé. Mais il y a une différence entre avoir mal et être blessé. On la sait, là, tu sais. Si tu as mal, parle-moi-en pas. Si tu es blessé, arrête ça tout de suite, on va te soigner, on a des soins, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis je veux savoir, dans l'épisode 2 avec les jumeaux, on parle de le fait que les blessures, ça vient des fois toucher ton identité. Tu sais, t'es un joueur, dans le fond, tu te vois, t'as 16 ans, 17 ans, tu te vois comme un joueur de foot. Mais là, t'arrives puis tu te blesses. Fait que là, tout ce que t'es en dedans de toi, un joueur de foot, tu peux pas jouer ta saison, t'es en rehab pendant l'off-season. Là, tu te demandes, je vais-tu aux pratiques, tu sais. C'est quoi les impacts que ça peut avoir quand ton identité, c'est le football, puis tu te blesses? Bien, et blessé ne veut pas dire que tu n'es plus un joueur de football. Tu es juste un joueur de football qui ne joue pas. Mais tu es un joueur de football. Tu fais partie d'une équipe. Tu as les mêmes responsabilités, les mêmes devoirs. Parce que, tu sais, c'est juste une roue, là. Ça va être un autre. Puis t'aimerais-tu ça que les autres, moi, normalement, parce que là, moi, je ne jouerai pas samedi, je me présente pas aux pratiques, puis je ne vais pas quand il pleut, puis tu vois le genre. Non, non. Tu as signé le contrat au début d'année, tu allais faire la saison. Beau temps, mauvais temps. Ça veut dire blessé, pas blessé. Tu as les mêmes responsabilités, etc., puis les mêmes devoirs. Puis tu as les mêmes privilèges. Pour moi, un joueur blessé n'est pas différent que mon joueur partant, là. Il a juste un rôle différent parce qu'il est blessé, là. Mais des fois, ça vient jouer dans le décrochage scolaire ou des gars qui se voyaient comme joueurs de foot, finalement, ils peuvent pas jouer. Là, ils ont une autre année de rehab, ils sont leur dernière année. Ou peu importe, là, il arrive plein de trucs comme ça. Puis, je veux t'entendre parler sur l'importance de peut-être de pas mettre ton identité 100% sur le football. Ben moi, comme je disais tout le temps, là, ton plan A, c'est tes études, ton plan B, c'est le football. T'sais, ton plan A, c'est ta profession, ton plan B, c'est ta passion. OK? Puis je disais tout le temps pour expliquer ça, je dis, écoute, la vie, là, c'est un bon gros gâteau au chocolat 2 étages. Le premier étage, c'est ton adolescence, ta jeunesse. Puis l'autre partie, deuxième étage, c'est ta vie adulte. Puis entre les deux, là, il y a une petite période de crémage. Puis Dieu sait que le gâteau est bon plus que du crémage. Ça, c'est la période où tu peux jouer au foot. Tu sais, tu as joué combien d'années au football? Là? 10 d'après moi, 12. 10. L'espérance de vie de 85, 90 ans, mettons, si tout va bien. C'est quoi, 8 %? C'est même pas 10 %. On se comprend? Tu peux pas mettre toutes tes billes là-dessus. C'est ça que j'expliquais, là. Sauf, à la fin de la journée, là, avec ton grand verre de lait, là, maudit qu'il est bon ton morceau de gâteau. Puis qu'est-ce que tu te souviens? Oui, c'est le gâteau, mais c'est le crémage que tu as dessus aussi. Fait que la période où tu joues au football, là, c'est le crémage. Fait que oui, c'est bon. Mais comme je te dis, c'est une petite infime partie de ta vie. Mais hey, ça doit être fort en crime parce que, tu sais, moi, ça date mes années. Puis je me souviens de mes matchs. Je me suis fait des meilleurs amis, tu sais, au football. Fait que c'est fort, ces moments-là. Enfin. Tu sais, tu vis l'intensité, tu vis l'adrénaline, tu vis la joie, la déception, au centuple. Fait que c'est très fort. Mais avant tout, il faut que tu sois comme entraîneur, sois capable de dire, il y a la passion, puis il y a la profession. Puis il y a 1% de joueurs universitaires qui vont faire une carrière. Une carrière de combien d'années? 2, 3, 4 ans. La moyenne, c'est quoi? C'est 3 ans, même X. Et donc, sois wise, là. Ferme-toi pas de porte, puis sois ouvert. Puis c'est basé, le football, c'est le fun, c'est un sport scolaire. Fait que tu peux jouer au football si tu vas à l'école. Oui, il y a quelques ligues civiles, mais c'est la fin de l'autoroute, là. C'est pas là que tu veux te retrouver, là, en destination, là. Écoutez, un nouvel extrait. Les gars s'améliorent et ça paraît. Avec le souci du détail, l'exécution monte d'un cran. Mais pour l'offensive, le timing doit être parfait. Sinon, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui fait que justement le timing est si important offensivement? Bien, on est 12 sur le terrain. Tu sais, toi, quand tu as 90 % à un examen là, d'une matière académique, tu es tout fier. Mais 90 % de réussite au football sur un jeu fait que ton jeu avorte. Il faut que tu sois à 100 % et plus, tu comprends? Ça te prend juste un gars sur les 12 qui ne fait pas son bloc. Tout le monde a le bon assignement. Mais sinon, juste un qui ne fait pas sa job sur un jeu en même temps, tu vois-tu le synchronisme? Tu viens d'avorter le jeu.
Fait que, tu sais, 90, c'est pas assez bon. Pourtant, tu dis 90. Hey, non. La note de passage pour qu'un jeu fonctionne, c'est 100%. Fait que tu vois-tu la différence? Pourquoi le synchronisme, le timing est si important? Puis l'autre affaire, tu pratiques en situation confortable. On ne marche pas, on le répète, on marche pas, on le répète, c'est pas compris. Mais là, quand tu arrives en jeu, là, puis en plus, tu rajoutes l'intensité, là, tu reçois une claque sur le face mask, puis il te rentre dans le corps. Là. As-tu pensé comment c'est important? Le synchronisme, d'être capable d'absorber cette force extérieure pour faire ton jeu pareil. Fait que tu vois-tu comment il faut le répéter? Les assignations, il faut qu'ils deviennent ta deuxième nature. C'est ça, puis j'aimerais ça qu'on parle des layers qu'au football, tu sais, il y a connaître ta job. Puis là, connaître ta job, c'est peut-être, mettons, en tant que receveur, connaître ta profondeur, connaître la technique que tu vas utiliser. Puis là, après ça, il y a la partie gagner ton one-on-one. Tu sais, je fais la bonne affaire, mais maintenant, je me fais battre parce que le gars, il est plus fort que moi. Fait que, tu sais, il y a tellement de layers qui fait qu'un jeu de foot ne peut pas marcher. Fait que tu peux pas te permettre que le timing, ça soit pas de ton côté. Il faut que le timing soit de ton côté, puis après ça, il faut que tu acceptes les erreurs humaines, qu'un gars peut se faire battre de force. Puis un point important, il faut que tu sois un étudiant du sport. Il faut que tu aimes le football, pas juste connaître ta job. Il faut que tu connaisses la job du gars à côté de toi, mais surtout le gars devant toi. Fait que on prend la position du receveur. Il joue-tu en man-to-man? Il est-tu corner? C'est quoi la formation? Parce que toi, il faut que tu aies une lecture avec ton corps arrière. Fait que s'il drop tout de suite, ben tu sais que ta cote ne sera plus à 7, mais peut-être à 5, tu vois-tu? Puis, etc. Puis ça, ton angle d'ouverture va être différent si tu sais que mettons, tes wide receiver puis ton slot back a fait un tel patron. Fait que tu peux pas ne connaître que ton match. Tu peux pas connaître juste ton assignation. Il faut que tu connaisses aussi qu'est-ce que ton coéquipier fait, qu'est-ce que carrière pense, puis surtout, qu'est-ce que la défensive te donne. Tu sais, on a une expression, qu'est-ce que la game te donne. Bien, il faut que tu saches qu'est-ce que l'autre équipe fait puis pour réagir à ça. Là. C'est ça, il y a tellement de parties. Tu vois, même si là, je t'ai parlé de ça, puis je t'ai pas parlé de réaction à ce que les 12 joueurs font au bord. Fait que là, ça ajoute encore une partie que tu pratiques. Puis c'est pour ça que les gars s'améliorent, ne veulent pas en pratiquant. Il y a tellement d'affaires que tu peux pratiquer. C'est pour ça que le football, c'est un sport de tape. Faut que tu saches qu'est-ce que l'autre fait. Puis quand on dit c'est stratégique, là, c'est un jeu d'échecs. Là. Il fait telle chose, on fait telle chose. Il fait une autre chose, on réagit autrement. T'sais. J'avais assisté une année, j'ai eu la chance de coacher un joueur qui a joué dans la NFL, Samuel Giguère, avec les Colts d'Indianapolis, à l'époque dorée de Manning. Puis j'avais été invité une semaine au camp d'entraînement. OK? De printemps, là, je pouvais assister. Puis là, moi, j'avais hâte de voir le playbook des offensifs avec un gars comme Manning, un gars du temple de la renommée, tu sais. Puis à la base, avec Samuel, il disait, tu sais, à la base, là, on a comme 7 patrons de base qui équivaut à ça, d'épaisseur, mais ça, d'assignements différents selon qu'est-ce qu'on te présente devant toi, tu sais. C'est toute l'adaptation. C'est ça qui fait que les gars pratiquent telle situation. Puis regarde ça, là. Puis qu'est-ce qui est drôle aussi, au football, on va pratiquer, mettons, 50 jeux offensifs. Puis regarde, là, ta feuille de jeu, jeu par jeu, play-by-play, tu vas en voir pratiquement jouer que 15. Mais il faut que tu aies ça en banque. Hein? Puis Dieu sait qu'à la fin de l'année, tu dis tel jeu, on les a même pas, on les a pas fait. Parce que tu joues la game qui est devant toi, tu sais. Mais il faut que tu joues ça parce que tu sais pas, parce que, tu sais, ben beau le film, il y a une semaine entre le film et ça, puis l'équipe adverse n'est pas folle. Elle a autant de films que toi, tu en as 2. Fait qu'ils m'ont essayé de changer de quoi dernièrement. C'est pour ça qu'il faut que tu aies 60 jeux différents, même si tu sais que ton base, c'est peut-être 15 jeux, là, que tu fais ton pain et ton beurre avec, là. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, puis ça, c'est une autre partie du foot qu'on parle pas. Côté coaching, il faut que tu te prépares. Ça se peut que tu arrives en tant que coaching, puis là, tu veux essayer de quoi de nouveau cette semaine. Là, tu fais de quoi de complètement. Tu as fait de quoi 3 semaines, tu fais de quoi de complètement différent la 4e semaine. Puis justement, il faut que tu aies des réponses en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, à ce que l'autre équipe te fait. Fait que c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi du coaching, le fait que c'est
c'est une game d'échecs, là. Il faut que tu sois capable d'analyser vite, il faut que tu sois capable de faire les bonnes affaires. Puis là, après ça, ben toi, ta job de coach, c'est d'essayer de coacher les joueurs pour que les gars le fassent sur le terrain. Fait que c'est ça, je pense, qui rend intéressant le coaching, puis qui fait que les coachs sont dans le coaching, tu sais, longtemps, là. C'est stimulant, c'est le fun, parce que, tu sais, c'est comme une grande partie d'échecs, là, à grandeur naturelle, là, tu sais, c'est un champ de bataille, là, sans victime. On va voir un autre extrait. Au bord de l'abandon, Marc-Antoine Doyon a trouvé la raison de continuer. Soutenu par ses coachs, il reste un Vulcain. Et devant lui, la ligne offensive. Là où chaque duel, chaque one-on-one révèle qui est prêt. Donc, dans cet extrait ici, on va parler de Marc-Antoine Doyon. En fait, lui, dans l'extrait qui va suivre, on parle un peu de la pression financière qu'il vit puis du fait qu'il veut peut-être lâcher le football, qui serait sa solution là, pour travailler plus, faire plus d'argent. Je veux savoir, qu'est-ce qui sont les impacts qui sont peut-être pas connus au niveau financier, au niveau étudiant? Bien, évidemment, quand tu fais du sport comme le football, avec 3 à 4 pratiques, voire 5, à mon époque, c'était 5, là, je pense qu'ils sont rendus à 3 ou 4, là. C'est toutes des soirées où tu peux pas aller travailler à temps partiel, là. C'est un engagement. Fait que, puis, tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une bonne job d'été pour être capable de subvenir à tes besoins, tu sais. Mais là, tes besoins. Est-ce que tu es obligé d'avoir un char puis habillé avec des marques ou quoi que ce soit? Entre ta passion puis tous tes vêtements puis les marques puis tout ça, là, tu peux pas tout avoir en même temps. Puis moi, comme je disais, là, toute ta vie, là, tu vas pouvoir t'acheter des babelles, là, mais tu ne pourras pas jouer au football. Tu as un choix à faire, là. Puis ça, quand ça arrive, tu le réalises pas. C'est à toi, l'entraîneur, de faire réaliser ça à ton joueur. Tu te dis, écoute, travailler, tu vas faire ça toute ta vie, là. Jouer au football, tu vas faire ça 3, 4, 5 ans. Puis si t'es chanceux, 10 ans. Là. Puis c'est très rare, 10 ans. Fait que travailler à emballer des sacs d'épicerie, là. Tu peut-être penses autrement, puis dépense moins ton argent à t'acheter des conneries là, qui seront pas à mode dans 1 mois, là, mais c'est tous des choix. Là. Puis ça te demande quel joueur que tu es aussi. Là. Oui, je pense que dans cet extrait-là, on a réalisé que peut-être Marc-Antoine, c'est un joueur qui est moins peut-être organisé dans la façon qu'il planifie peut-être sa vie l'été, tout ça. Je pense que le foot, tu n'as pas le choix, il faut que tu travailles l'été. Si tu veux faire de l'argent, là, en fait, tu n'as pas le choix en tant qu'étudiant de faire un peu d'argent pour être capable de survivre, d'arranger ton horaire. Puis je pense que c'était ça. En fait, c'était ça qu'ils ont dit. Il y a des façons de setter ton année, pour travailler plus l'hiver, travailler plus l'été. La saison, tu peux travailler le dimanche. Y a-tu un moyen que tu travailles le vendredi? Voilà. Je pense que les autres, ils ont le vendredi. Puis c'était ça, en fait, qu'il a réalisé. Lui, il a réalisé, crème, je veux jouer au foot. La question, c'était, as-tu envie de jouer au foot? Puis oui, il avait envie de jouer au foot. Fait que si la passion n'est plus là, je comprends qu'un gars lâche le sport en tant que tel. Mais là, la passion est là, puis là, c'est quelque chose d'extérieur qui vient jouer en compte sur la vie qu'il a envie de vivre en réalité. Fait que je trouve ça intéressant quand même qu'on ait pu documenter ça. Oui, puis quel prix que tu donnes à ton football? Puis là, je dis football. Quel prix que tu donnes à ton sport? Fais l'équivalent. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Faire ton sport ou avoir un auto au second puis pouvoir promener ta blonde le week-end, tu sais? Décide qu'est-ce que tu veux, mets tes priorités. Là. Quel prix que tu donnes à ton sport? En répondant à cette question-là, tu vas voir quel genre. Puis je ne veux pas dire que tu es mieux, que tu es moins. Non. Mais ça va te dire, ça va te calibrer. Moi, veux-tu jouer au football de même parce que c'est le fun, puis that's it, mais je vais avoir une vie à côté? Fine, c'est correct. Possiblement, tu n'en feras pas une carrière. Fait que c'est peut-être mieux de dire déjà bon, tu vois le genre, qu'est-ce que je veux dire? Mais sinon, dis-moi quel prix que tu es prêt. Tu sais, on dit tout le temps le prix à payer pour gagner. Prêt à payer pour faire du football. Voilà. C'est vraiment intéressant, ça. De peut-être peser tes pour et tes contre par rapport à ça. Puis qu'est-ce que tu veux, tu sais. Moi, je savais en tant que joueur que
C'est ça qui m'a emmené au cégep, c'est ça qui m'a emmené à l'université. Tu sais, je savais que c'était mon facteur motivateur, puis je savais que je voulais l'école. Tu sais, je savais pas qu'est-ce que je voulais étudier. Tu sais, tu te fais demander à 16 ans, je sais pas Ben qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. C'est tough. Mais je savais que l'école allait... je voulais ça, puis après ça, j'allais un peu me décider. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même le fun de pouvoir documenter cette partie-là là, qui est peut-être de quoi qu'on sait, mais de quoi qu'on ne voit pas jamais. Puis là, d'avoir une caméra dans le locker, d'avoir capturé ça, d'avoir demandé aux joueurs si on pouvait le mettre dans le documentaire, je pense que ça a vraiment été quelque chose qui peut avoir de l'impact, je pense, sur d'autres jeunes qui sont dans la même situation. Ben oui, ben oui. Puis c'est jamais la fin du monde, hein? Tu sais, les gens, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, être capable de dire, hey, on va ramener ça à des proportions humaines, là. C'est quoi le dilemme que tu as, là? On va l'analyser. Puis le monstre que tu voyais à côté de la porte, ben là, tu te rends compte que ça finit sur une marmotte, là. As-tu peur des marmottes? Tu dis non, bon, ben OK, on vient de régler ton problème. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est tout de sortir ça de là. Mm-hmm. OK, on va regarder le prochain extrait. C'est une chance pour moi d'avoir un camp au Vulcain, puis je trouve ça me rend tellement heureux de jouer au football pour l'équipe que j'ai regardée quand j'étais jeune. Puis ça me donne l'impression que je peux me prouver en tant qu'athlète. Chaque joueur se prouve durant le camp d'entraînement. Mais la prochaine étape est le vrai test. Un match préparatoire contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Une game qui sépare les hommes des enfants. Fait que je veux savoir, Alain, l'impact que ça a de jouer pour l'équipe de ta ville. En effet, l'équipe de ta ville, l'équipe de ta région. Hey, écoute, moi, je demeurais à Warwick, puis je faisais du pouce matin et soir pour aller pratiquer. Puis, tu sais, géographiquement parlant, la 116, elle part au Saint-Hubert. Ça veut pas dire que j'avais toujours un livre jusqu'au cégep. Fait que je marchais, puis aller-retour. C'est vrai que souvent, j'avais on appelle ça des lifts, là, mais tu sais, beau temps, mauvais temps. Tu sais, donc, c'était important. Puis moi, j'avais vu... tu sais, Yvon Paré, c'est le nom d'un stade, mais moi, Yvon Paré, c'était mon premier entraîneur. Tu sais, à 12 ans, il y avait des ligues d'été, puis déjà, avec Daniel Fleury, un autre fondateur des Vulcains, il y avait parti des ligues de football d'été pour développer un peu ça, avant même que les Vicars existent, tu sais. Puis on jouait contre Drummondville, puis des équipes de même. Puis... déjà là, moi, je voyais, quand j'allais dans ces petites pratiques-là, je voyais les plus vieux, après nous autres, pratiquer, tout ça, puis moi, c'est sûr. Puis même dans mon village, j'avais un club juvénile dans la Ligue des Cantons de l'Est, Warwick, ça s'appelait les Cyclones. Il est habillé, regarde, ça fait peut-être 55 ans de ça, là. Il est habillé comme les Tiger Cats d'Hamilton à l'époque, là, tu sais, OK? Puis il jouait sur un terrain plus de gravier que de pelouse. Puis le dénommé Doyon, son grand-père, Daniel, jouait dans cette équipe-là. Puis moi, j'étais ami avec son frère, Claude. Puis c'était juste en arrière de chez nous. Puis on a été dans le vestiaire. J'avais 8, 10 ans, je ne sais plus, là. Puis juste le fait, les gars, le vestiaire était là, tu sais. Puis juste le fait de mettre un casque et des épaulettes, moi, dans mon fantasme de jeune enfant, là, tu sais, tout ça, là, je voyais chevalier, combat, tout ça. Il faut croire que j'avais un côté pugnace. Là, puis les sports me l'ont dit, que j'aimais les sports de combat puis de contact. Mais déjà là à 8-9 ans, oui, j'ai joué au hockey comme tout le monde jusqu'à junior. Mais moi, mon sport, je savais que cette journée-là, c'était du football. Fait que, tu sais, ça remonte à loin, tu sais, t'en vois maintenant à la télé, puis des affaires comme ça. Puis moi, je jouais pour les couleurs de ma ville, les couleurs de ma région. C'était mes racines, tu sais. Puis, tu sais, on disait souvent, le mauve, c'est l'amalgame du rouge, le sang, puis du bleu. Ça fait le mauve. Ben, oui, tu peux saigner, oui, tu peux avoir des bleus, mais tu es fier d'être mauve, tu sais. Fait que tu vois-tu comment ça allait loin, là? Fait que ça a été... Puis on était contents parce qu'on était une puissance dans le Québec à les époques que j'ai joué puis les époques que j'ai coaché. Puis là, on montrait, hey, regardez le monde de Montréal, Québec, là.
Les autres, tu sais, on était, tu sais, l'autre bord du pont Jacques-Cartier, on dirait que c'était tous des païens, là, tu sais. Là, venez à Victo, là, on va vous montrer comment ça se passe, tu sais. On jouait contre Vanier au Vieux-Montréal, puis on va vous montrer, tu sais, qu'on était fiers de ça. On n'était pas les plus forts, mais puis ça, c'était ça, tu sais, on disait, on n'était pas les plus forts, les plus beaux, les plus grands, mais on a du caractère. Puis avant, moi, je leur disais, dans le football, j'ai dit, avant de gagner, il faut que tu te fasses respecter. Puis le respect, des fois, ça vient avec la crainte. Si tu frappes dur, puis tu frappes fort, puis tout le temps, puis ils savent quand ils vont descendre à Victo, là, bien, le voyage retour va être pas le fun, parce qu'il va y avoir des bleus, quoi que ce soit, ça leur tente déjà moins. Mais c'est ça qu'on inculquait à nos joueurs. Nous autres, on était tough. On jouait dur, puis on leur donnait rien de facile, tu vois? Fait que ça fait longtemps, là. Ouais. Ça donne des vibes de Al Davis, toute sa culture, sa motivation. Ben oui, c'était une autre époque. Hein? Mais c'est vrai pareil, là, tu sais, il reste que c'est vrai pareil, là, tu sais, j'ai fait d'autres sports, puis la beauté du sport que le football par rapport à la boxe ou la lutte olympique, où j'ai le plaisir de une partie de succès, là, c'est que là, au football, la grande différence, quand tu gagnes, tu peux le partager. Puis tu peux avoir des souvenirs communs. Moi, j'ai gagné des championnats en lutte, là, à part moi-même, là. Puis mon sac d'entraînement où je mets ma médaille, il n'y a personne qui a vu ça. Là. Mais en sport là, de collectif comme le football, le meilleur sport collectif au monde, où tu as tous les somatotypes de la société, là, du petit gros au petit vite, là, en passant par les géants, tu peux faire ça. C'est extraordinaire. Mais quand tu es tout seul en sport individuel, là, tu gagnes, tu vis tout seul ton petit égo-trip, mais il n'y a rien comparable entre partager une victoire, un championnat, un bol d'or avec toute ta gang, tu sais. Oui, puis je pense à ça, mais aussi partager la défaite. Tu sais, partager le feeling de défaite, que tout le monde se sent déçu. Tu peux le déposer sur d'autres personnes, pas juste sur toi-même, tu sais. En autant que tu dis pas que c'est la faute à l'offensive ou à... Surtout si t'es carrière. Génial, Alain. On va regarder un dernier extrait qui va être l'extrait, en fait, qu'on a fini les 5 épisodes. Le camp d'entraînement est derrière eux. Les sacrifices, les douleurs, les rivalités, tout ça a forgé l'équipe. Maintenant, c'est le vrai départ. La saison commence et chaque match est une nouvelle page à écrire. Le bol d'or est le dernier chapitre à atteindre. Pour les Vulcains, l'histoire ne fait que commencer. Si t'avais à me dire, Alain, d'avoir fait tout sur la ligne de mêlée, saison 1, c'est quoi la leçon qu'on a derrière sur la ligne de mêlée? Bien, la leçon, c'est que c'est un sport extraordinaire, le football, foncièrement humain, puis tellement complexe que faire justement des vidéos là-dessus, ça dénote, ça démontre toute la profondeur de ça. Là. Ça fait connaître bien des aspects que le monde ne comprenne pas, tu sais. Ah, c'est une groupe de gang qui se rentre dedans. Hey, c'est-tu primitif comme réflexion, là, tu sais? Parce que moi, vraiment, que tu prends goût à ça, là, tu te rends compte de la stratégie, de la préparation, puis tout ce qu'on a dit, les sacrifices, les choix que tu fais pour jouer à ce sport-là, qui tu sais, tu joues 8 games dans l'année, 8 à 10 games. Puis tu calcules le nombre d'entraînements pour le nombre de matchs. Hey, c'est un engagement, là, tu sais. Fait que c'est bon de montrer ça de cette façon-là. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est que là, on a compté une bonne partie de c'est quoi le football par rapport au camp d'entraînement. Mais il y a toute la partie aussi en saison. Tu sais, comme là, les gars s'améliorent vraiment en 10 jours, mais tu sais, dans le temps d'une saison, là, tu t'améliores de semaine en semaine, quasiment de jour en jour. Tu sais, l'esprit de famille se bâtit plus. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir avoir bâti ça, mais je pense qu'il y a tellement plus que ça au football. Durant la saison, là, c'est la capacité d'amalguer ton sport, puis tes études, puis ta vie sociale, ta vie familiale. Tu sais, là, quand tu es au camp d'entraînement, là, tu fais que ça. Tout le monde est off, puis on fait que du football. C'est la vie rêvée, là, tu sais. Mais quand l'école arrive, là, puis tu as des devoirs, puis des ci, puis en plus de ça, tu as des bleus, puis il faut que tu prennes du temps pour aller en physio, puis ci, puis ça, puis tu as des choix. Ça devient compliqué, là.
faut que tu aimes ça en crime, là. Parce que c'est... Tu sais, on demande... Tu n'auras pas d'avantage au niveau académique parce que tu joues au football, tu présentes ton équipe puis ton collège. Puis les exigences, c'est correct. Les exigences sont les mêmes. Mais toi, comme individu, tu es spécial parce que t'en offres. Tu vis ta passion, tu représentes ton institution, tu fais vivre de quoi sur le campus qui est particulier, là, tu sais. Puis moi, je trouvais ça le fun parce qu'aux États-Unis, tu sais, c'est une ville où il y a une dualité là, politique, puis encore plus de différentes religions, OK? Puis, tu sais, tu as plusieurs éléments qui font que tu peux être en opposition, tu sais. Sauf que, moi, je trouvais ça beau, puis si quelqu'un m'avait dit ça, il dit, sauf que le samedi, quand on va au match de football, là, il n'y a plus de républicains ou de démocrates, il n'y a plus de mormons ou de baptistes ou de chrétiens ou de protestants. On est tous derrière notre équipe. C'est extraordinaire. C'est tellement fort que le samedi, même la puissante NFL ne touche pas à ça. C'est college. C'est l'esprit d'une communauté en arrière de son équipe. À un moment donné, tout le monde porte la même couleur. Puis ça, c'est extraordinaire. C'est fédérateur comme engagement communautaire même, tu sais. Puis là, tu vois, là, tu sais, les Vulcains, ça fait 56 ans que ça existe, là. Hey, ça fait longtemps. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont plus de 80 ans, là, qui ont joué dans les années 70, puis sont fiers de ça. C'est extraordinaire. C'est vrai que le sport, c'est ça que ça l'emmène. En fait, là, tout l'aspect legacy un peu que tu laisses, puis par rapport à ça. Puis Bleu Foncé Podcast, c'était ça. C'est pour parler aller plus profond dans nos vidéos. J'espère qu'aujourd'hui, tu as aimé ton expérience d'aller un petit peu plus loin dans tous ces sujets-là. Ben oui, là, c'est plus bleu foncé, c'est bleu profond. Des blues! Fait que c'est ça, on est allé plus loin là-dedans. Pour les gens qui nous regardent, si vous avez aimé ce que vous regardez, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Vous avez des trucs que vous voulez qu'on discute, vous pouvez nous écrire en commentaire. Merci beaucoup de nous aider à travers ce channel-là. Merci Alain pour tout. Plaisir.